Bonjour et bienvenue dans ce point lecture du mois d'avril, intro qui est faite effectivement au début, presque au début du mois d'avril, puisque en vérité nous sommes aujourd'hui le dimanche de Pâques, donc je vous souhaite une bonne Pâques, même si quand vous verrez cette vidéo, eh bien, ou que vous l'écouterez, ça sera la fin avril. Mais voilà, j'ai décidé de faire des vraies intros, c'est-à-dire une intro au début du mois, ou en tous les cas les premiers jours du mois, et l'outro le dernier jour quand je clôture cette vidéo, en tous les cas quand je vais pour la sortir. Voilà, donc je me suis dit que ce serait quand même une bonne idée. Écoutez, les quelques premiers jours d'avril ont été, en tous les cas pour moi, un peu frisqués parce que voilà, jusqu'à hier, il faisait quand même pas très très chaud. J'avais 12-13, enfin, où j'étais, hein, voilà, j'étais en Dordogne. J'avais 12-13 et écoutez, depuis hier, grand beau temps et entre 22 et 24 degrés. Voilà, l'après-midi, hein, donc vers les 14h, 15h. Oui, parce qu'on n'est pas en plein été non plus, hein, on est au printemps. Écoutez, c'est très agréable. Voilà, j'ai fait donner 2 conférences le 1er avril, ce n'étaient pas des poissons. Et puis, écoutez, on va dire qu'on se la coule un peu douce, avec Hugs, tranquillou bilou. Voilà, honnêtement, c'est ce dont j'avais vraiment besoin depuis le début de l'année. Là, ça commençait à être un peu compliqué. Alors j'espère que les autres semaines vont se dérouler, on va dire tranquillement. Voilà, on verra bien. Écoutez, je vais faire lecture par lecture. Vous aurez des petites images au milieu et l'outro parlera véritablement du mois d'avril. Donc en espérant que à la fin avril, je vous dise que ça a été coolos. Voilà, sinon ça va être le gros bordel. Oui, c'est Hux qui gueule derrière, mais c'est normal. Hein, voilà, voilà. Oui, oui, on va sortir dans le jardin. Oui, 2 minutes. Oh là là. Non, mais je vous dis, ah ben c'est Sa Majesté le Général Hux. Hein. Voilà, allez, on se retrouve pour la première lecture. Alors, première lecture, je ne pouvais pas passer à côté de cette lecture-là, puisque c'est Ce qui reste de Bernard Schlink. Alors, comme vous le savez, voilà, j'aime beaucoup Bernard Schlink, que ça soit ses romans ou ses nouvelles. Moi, j'avais beaucoup aimé je crois 4 ou 5 sur les 9 nouvelles de Les couleurs de l'adieu. Recueil de poèmes de nouvelles qu'il avait sorties. Écoutez, j'aime beaucoup sa façon de voir la vie de ses contemporains ou de son pays, ou revenir sur certains points, ou tout simplement sur la vie des gens. Voilà, j'aime bien sa plume, j'aime bien sa façon d'être, de poser des questions, en tous les cas de poser des questions aux lecteurs sans vraiment leur donner une leçon de morale ou des clés ou autres, comme certains essayent de faire dans des romans en disant oui, on devrait tous penser ça, machin, résilience, bidule, truc là. Et non, lui non, il vous explique la vie de quelqu'un ou une page d'histoire de son pays ou quelque chose, et puis il vous laisse juge de ce que vous décidez de penser ou pas. Alors là, dans ce qui reste, en gros, il vous demande, enfin en tous les cas, c'est ce que vous demandez, moi en tous les cas, quelle trace laisse-t-on quand on disparaît, et que doit-on transmettre en fait dans les derniers moments d'une vie, surtout quand on nous a annoncé l'échéance. Voilà, parce que en fait c'est ce qui arrive à Martin, qui a 76 ans, qui est papa d'un petit garçon, qui est marié à une très jeune femme, ou là, qu'il a carrément choisi, hein, c'est elle qui lui a mis le grappin dessus. Et en fait, il a une vie ordinaire, Martin, et un jour, ordinaire, il passe un examen, parce qu'il a plusieurs examens médicaux, 76 ans, il se dit, oh bah d'accord, on y va. Et en fait, son médecin, après des examens un peu plus poussés, lui annonce qu'il a un cancer du pancréas, et que en gros, il en a pas pour très longtemps. Au max, vraiment, s'il a vraiment le cul bordé de nouilles, 6 mois. Voilà. Et que, en fait, voilà, il est face à l'irrémédiable et il se demande, en fait, il choisit d'entamer une espèce de réflexion sur sa vie,
ou sur la vie, en fait, pas sur la sienne en particulier, mais sur, en fait, celle qu'il va rester de son passage sur Terre, de sa vie à lui, par rapport aux autres. Voilà. Et donc il va évidemment entraîner une réaction en chaîne quand il va l'annoncer à ses proches, notamment à sa femme, etc. Euh, et la réaction va de la transition à la passion, de, de l'angoisse à l'amour, de l'énervement à un déballage de quelque chose, et aussi d'être confronté à la vie sans la personne que l'on aime. Voilà. Alors Bernard Schlink, comme d'habitude, hein, déroule un roman qui est à la fois assez sombre, assez, je dirais crépusculaire. C'est quand même un peu... ouais, quoique c'est le crépuscule d'une vie, mais... pardon, je vais tousser. Oui, pardon, j'ai coupé parce que je me suis étouffée. Crépusculaire, je sais pas si c'est vraiment le mot, mais en tous les cas, voilà, c'est un peu ténébreux dans le sens, oui, de fin de vie, et aussi plein d'espoir. Alors, il faut quand même signaler que le livre est dédié à son traducteur français qui est décédé, et j'ai trouvé ça assez touchant de le faire. Alors, c'est un roman qui s'articule donc autour de Martin, qui est complètement déboussolé. Euh, dans un premier tiers, il est un peu... comme le lecteur d'ailleurs, hein, dans une espèce de manège qui tourne comme ça. On a l'impression de tourner en rond, on ne sait pas vraiment ce qu'il veut, ce qu'il veut pas, ce qui va aller, ce qui va pas aller. On ne sait pas d'ailleurs où ça va s'arrêter ce truc. Donc on est un peu déboussolé. Et puis, deuxième tiers, on est euh, un peu face à un Martin qui vient d'assimiler ce qui va lui arriver. En tous les cas, qui vient de comprendre et en tous les cas d'accepter ce qui va arriver, et qui décide de se recentrer un peu plus sur les autres, ceux avec EUX qui vont rester et ceux qui risquent de rester ou de pourraient rester, ce qui est le titre du livre. Euh, et en fait, à ce moment-là, il y a des choses qui l'assaillent. Euh, il se demande si Oula a été jusque-là assez fidèle. Elle a un problème avec son père et donc du coup, quel est ce souci? Qui est son père? Comment il peut transmettre à son fils David l'essentiel de ce qu'il voudrait lui donner, ou en tous les cas de lui transmettre sans que ça soit trop lourd à porter, trop abrupt, trop pathos aussi pour ce petit garçon, hein, parce il est tout petit. Euh, et puis il y a la question de savoir est-ce qu'on vraiment on doit tout dire. Voilà, est-ce qu'on doit révéler des vérités qu'on a cachées? Est-ce qu'on doit vraiment s'abstenir à des non-dits pour éviter un cataclysme, parce qu'une fois que nous on n'est plus là, peut-être que ça va foutre le bordel derrière. Euh, et les secrets, est-ce qu'il faut vraiment les lever le voile ou pas? Moi j'ai trouvé que dans le dernier tiers, Martin était alors qui est vraiment sur le déclin en fait. Et, euh, et en fait, c'est là que Schlink arrive à saisir l'émotion, en tous les cas, à saisir le lecteur pour avoir une espèce d'émotion qui arrive un peu comme un tourbillon. En fait, ça fait écho à la première partie, enfin au premier tiers, qui était un peu dans cette espèce de manège, en tournant en rond, on était un peu dans une espèce de machine à laver où on savait pas où on allait. Et là, pareil, on est dans une espèce de tourbillon, mais c'est un tourbillon plus... plus émotionnellement ancré. En fait, il a essayé, il a accompli, il s'est accompli, ou presque. Il a décidé, il a fait des choix d'acceptation, de non-dit, de vérité, de mise au point, de pas mise au point, etc. Et en fait, euh, Schlink, il parle d'amour, en fait.
il parle, et en fait, il parle de la de ouais, de la alors il parle de l'amour, mais c'est celui de la vie, par exemple. Pas que l'amour physique ou l'amour, amoureux ou amical ou autre. Hem, En fait, celui que nous, enfin nous, le lecteur, celui qui se sentira concerné, hem, celui que nous devrions apprécier, humer, célébrer tous les jours. Pas uniquement parce qu'on est confronté à la mort, à l'absence, au manque ou à tout ce que vous voulez, c'est qu'en fait, on a la chance d'être vivant, d'avoir, oui, d'avoir les pieds sur une planète. Bon, c'est sûr qu'on sait que dès qu'on est, on va mourir, hein, enfin, jusqu'à la preuve du contraire, il y a pas d'autre échappatoire sur l'histoire. Mais, enfin, en tous les cas, pas que l'on sache, hein, on n'a pas... Bon, peut-être qu'on ne sait pas tout, mais bon, en tous les cas, jusqu'à présent, à 99%, on est sûr. Euh, et en fait, quelquefois, on a l'impression de passer, alors pas à côté, mais quelquefois, ce que je parlais tout à l'heure du tourbillon, c'est ça aussi. C'est quand je l'ai lu, il y a une espèce de longueur à un moment, une longueur, pas une longueur, une longueur à un moment donné, mais qui fait penser à ça. C'est-à-dire que, en fait, c'est un roman qui est simple. Il est sans pathos parce que vraiment, enfin, il fait pas pleurer dans les chaumières. Alors peut-être qu'il y en a certains qui auront des larmes, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, il fait pas pleurer dans les chaumières. Mais c'est sans grand tirage sur le sens de la vie, le but il faut faire ça, il faut faire ça. En fait, c'est l'histoire simple d'un mec ordinaire euh, qui a aimé, qui a vécu, qui s'est pensé un peu comme tout le monde éternel et qui à un moment donné se retrouve face à un mur qui lui arrive, qui est en face et qui se dit bon bah oui bon je vais me le prendre c'est sûr. Euh, et qui doute en fait. Mais bon, après, c'est le but de la vie d'un homme avec un grand H, enfin femme, commencer par aller, enfin des hommes ou des êtres humains entre guillemets, parce que bah, c'est ça, quoi. On est, on vit, on meurt. euh, L'important, c'est pas de courir en fait. C'est pas c'est ce qu'on veut nous lui donner à la fin. Euh, Moi j'aime bien, alors sans comparaison aucune, alors vous allez voir le grand écart avec Schlink, hein, aucun rapport avec la choucroute d'ailleurs, mais j'aime beaucoup la chanson La Quête d'Orelsan, parce que en fait c'est exactement ça, c'est pas le fait de courir partout et d'accéder à tout ce qu'on veut, à devenir euh, des vraies stars, comme dirait dans les opérettes de Scotto, vous voyez ce genre de truc, c'est en fait ce qui est important, c'est la quête, c'est-à-dire selon ce que nous on garde, ce qu'on trouve pour nous, ce qu'on garde à nous. Voilà, à la fin, je pense que c'est ce qui peut arriver, c'est qu'on se retourne en se disant bon ben au final. J'ai pas de remords ni de trop gros regrets, on en a tous, mais pas de trop gros. En tous les cas, j'ai fait ce que je voulais faire au moment où je voulais faire. Voilà, j'ai pris le temps pour, j'ai fait ça. Et c'est aussi ça qui fait que ce Schlink-là est accessible à tout le monde, mais je pense que c'est un roman qui est unique dans le sens où c'est chaque lecteur qui aura sa propre vision. Moi, j'ai aimé déambuler dans ces méandres de questionnement de Martin, de sa vie avec Hula et de la vie de Hula aussi, de ses intentions, des réactions qu'il a, des réflexions qu'il fait sur la vie qui va s'éteindre, la sienne ou en général. Euh, et en fait, c'est ça le fait, c'est que j'ai laissé volontairement mon esprit cheminer sur ce passage sur Terre, sur cet héritage, sur la trace que l'on va laisser. Alors, bah, intentionnellement ou pas d'ailleurs, hein, parce que quelquefois c'est pas intentionnel la trace qu'on laisse. Euh, il y a plein de gens qui, pour nous, sont des héros ou des gens hyper méga connus et qui de leur vivant n'étaient absolument pas connus et qui sont devenus connus à titre posthume, qui sont célébrés,
qui sont encensés, etc. Et qui, peut-être à la fin de leur vie, ont été absolument abasourdis par le fait qu'ils étaient des ratés, qu'ils avaient fait des choses sans réussir à se faire accepter ou aimer ou repérer par quelque chose. Je pense aux artistes notamment, qui sont morts et qui n'ont pas connu de gloire et à titre posthume, sont glorifiés, mais qui de leur vivant ont peut-être dû à la fin de leur vie le dernier soupir en se disant putain je suis vraiment en fait j'ai servi à rien sur cette planète quoi. Et en fait, je pense que tout le monde sert à quelque chose. J'ai toujours eu l'intime conviction, si on était né et si on avait la chance de rester autant de temps, c'est qu'on avait quelque chose à faire. Un jour, j'avais eu cette discussion à l'école. Alors, je finis sur Schlink, mais je ferai une aparté. Euh, moi, j'aime bien Schlink. Voilà, j'aime bien. Il a une écriture, une plume qui est forte et qui est légère à la fois. C'est jamais, c'est pas l'étalage de la littérature. Il fait pas des phrases alambiquées ou des trucs avec des mots très érudits où il faut aller piocher dans le petit Robert sur 20 générations pour capter ce qu'il raconte. C'est sombre, mais c'est lumineux à la fois. Et puis ça va crescendo, voilà. Alors peut-être, hein, je pense, en perdant par moment le lecteur qui va voguer sur sa propre expérience et sur ses propres impressions. Je vous dis, c'est un roman qui va peut-être pas convenir à tout le monde. Parce que peut-être que vous n'avez pas envie de vous poser ce genre de questions tout de suite, mais en fait qui offre la possibilité de réfléchir. Voilà, donc écoutez, moi j'ai bien aimé, encore comme d'habitude, mais bon, après c'est rare que Bernard Schlink me perdent vraiment ou alors me déçoivent. C'est rare, très très rare. Enfin, je pense que si je vous dis à part deux, trois nouvelles dans Les couleurs de l'adieu que j'ai trouvé moins intéressantes, c'était fort bien écrit, mais voilà. Mais sinon, non, Schlink, ça fait partie des auteurs contemporains que j'aime beaucoup. Et oui, alors je voulais revenir à ça. Un jour, j'ai eu la chance avec ma classe d'échanger pendant presque 4 ou 5 heures avec Sœur Emmanuelle. Et on était à la fin, on était allé la remercier. Et en fait, on était un petit groupe de 4-5 qui étaient restés, les autres s'étaient partis, peut-être pas. Et alors, à la fin, on lui avait posé la question, en fait, si... je crois que c'est une de mes camarades qui avait dû lui dire un truc comme est-ce que vous pensez qu'on a tous une utilité parce qu'il y a des gens qui meurent très tôt, d'autres qui vont rester 6 mois, un an, d'autres qui vont rester 120. Et elle nous avait dit chaque être humain est utile. Voilà. Et donc, sur le coup, quand vous avez, je sais pas, on devait avoir 15-16 ans à l'époque, et sur le coup, je dois avouer que honnêtement, j'ai dû partir avec 50 millions de questions dans le cerveau. Et, bien plus tard, en fait, en discutant avec un de mes profs, ma professeure de primaire, ma maîtresse, comme je l'appelais, qui est décédée l'année dernière, mais ma maîtresse. Et un jour, je lui dis comme ça, mais j'avais passé 35 ans, hein, je lui dis, ah, enfin maîtresse, oui, je l'appelais encore maîtresse, elle a 35 ans. Je l'ai toujours appelée maîtresse. J'arrivais pas à l'appeler par son prénom. Euh, je lui dis, mais enfin maîtresse, en fait, il y a eu ça et tout, on discute. Puis elle me dit, mais ouais, oui, elle me dit, alors elle était pas profondément croyante, ceci explique cela, sûrement. Mais elle me dit, en fait, l'être humain a une utilité. Si tous les gens qui vous ont précédé sont venus, bah déjà premièrement, bah, si vous êtes là, c'est grâce à ceux qui sont derrière vous. Alors oui, ça oui. Et elle me dit, mais il y a des gens qui restent. En fait, elle était convaincue que chaque vie était utile et que quelquefois, si on restait
et qu'on avait une chance, quelquefois ça arrive, hein, vous vous échappez à un accident, vous vous dites putain, tout le monde est. Enfin, moi j'ai entendu des émissions où des gens étaient survivants d'un crash ou des attentats et se disent mais pourquoi moi je suis restée quoi? Pourquoi moi? Et en fait, un jour elle m'a dit mais je pense qu'on a tous une chose à accomplir. Un but à accomplir, et quand le but est terminé, après soit on est rappelé, soit on reste, mais on a un truc à faire. Voilà. Et en fait, en vieillissant, je me dis que c'est pas con comme idée. Voilà, après, ceci n'engage que moi. On est bien d'accord sur la question. Voilà. Ça, c'est philosophique, ce truc. Voilà, c'est Schilling, hein. Il faut qu'il arrête de pondre ce genre de truc. Mais bon, écoutez, vous me direz ce que vous en pensez. Alors ensuite, j'ai lu Belly Bast. Donc, franchement, alors c'est un roman qui est d'une longueur non monotone, mais qui est diablement envoûtant. Alors, il faut savoir que Guillaume Belly-Bast a vraiment existé. D'ailleurs, il y a pas mal, il y a deux ou trois romans. Il y a un roman italien, enfin, il y a un roman espagnol, ça j'en suis sûre. Il y a je crois que c'est un roman, une biographie fait par une Italienne. Et il y a quand même pas mal d'études, d'essais sur la question, en tous les cas de mémoire aussi. Il y a pas mal de mémoires historiques, enfin d'histoire à l'universitaire sur la question. C'est assez bien documenté parce que c'est le dernier parfait cathare d'Occitanie. Qui a d'ailleurs réussi à s'échapper des cachots du fameux mur de Carcassonne. C'est un personnage qui est assez fascinant quand on s'intéresse à la question. Et, euh, et donc, voilà, on me l'a recommandé. Donc, merci. Euh, mais c'est... comment expliquer ça? Alors peut-être qu'il faudrait que je dise par qui? Par Véronique Mompe, alors je sais Montpellier 84-75, qui m'a donc recommandé... oui, c'est comme ça que je me rappelle, Mompe. Je suis passée à la bite Montpellier, hein, mais c'est comme ça que je me souviens que c'est Mompe. Qui m'a recommandé cet ouvrage. Alors... On est à Cubières, donc dans l'Aude, en 1305, et donc Guillaume, qui en vérité s'appelle Guilhem, mais bon, on s'en fout. Guillaume Belly-Bast doit quitter sa famille, sa femme, son fils, ses amis, etc. Parce qu'en fait, il a tué un berger qu'il pensait être un délateur pour l'Inquisition. Et donc, il va être forcé de fuir pour protéger bien sûr sa famille, parce qu'il est fils d'hérétiques qui ont toujours suivi, en fait, qui ont souvent accueilli des parfaits, donc ces bons hommes, comme on les appelait, et qui, en gros, donnent le change de temps en temps en faisant semblant d'aller à la messe pour passer sous les radars, mais qui ont épousé cette croyance-là. Et en fait, il va suivre un certain Philippe d'Alérac, qui est lui un parfait, qui est un prêtre donc cathare, et il va le suivre assez loin pour pas être retrouvé en fait. Donc ils vont partir et il a une condition, c'est qu'il va devoir épouser les us et coutumes des parfaits, d'abord jeûner et puis être introduit, enfin baptisé en tous les cas, enfin introduit dans cette congrégation. Euh, et donc c'est des êtres qui sont abstinents en tout, hein, c'est des ascètes, hein, les mecs. Oh là là. Voilà. Et vraiment, ça, c'est incroyable d'ailleurs. Et en fait, il doit se conformer à la volonté de cette communauté. Alors, il va subir tous les rites de passage pour ordonner parfait dans le Tarn. Et malheureusement, il y a une chasse au parfait, enfin aux sorcières, si on veut, une chasse au parfait qui va s'intensifier, notamment par l'évêque de Narbonne qui le cherche, hein, depuis le meurtre de l'autre.
et qui entend bien avoir sa tronche sur un bûcher. Et donc ils vont devoir tous les deux partir, fuir encore de nouveau. Et donc Henri Gougeot, pardon. Henri Gougeot va nous conter l'histoire, en fait son histoire, sa vie d'avant, bien sûr, ses errances, ses doutes, parce qu'il en a quand même pas mal, ses envies, ses pulsions, parce qu'en fait il est parfait comme moi je suis la Vierge Marie. Euh, si. Ah bah il n'était pas fait pour, hein, donc du coup il se conforme à, mais c'est très compliqué. Au fait que on sait qu'il a un avenir funeste. Alors bon, peut-être que ceux qui ne connaissent pas ou qui ne sont jamais intéressés au Qatar ne savent pas le destin de cet homme-là. Après, si vous le savez, bon bah voilà, vous savez où il va arriver. Euh, le romancier, en fait, il a une plume très érudite, mais très fluide. Quand je parlais de longueur monotone, non monotone, c'est ça. C'est-à-dire que quelquefois, il a des passages absolument magnifiques, mais c'est envoûtant. C'est-à-dire, vous pourriez, ce genre de passage écrit par quelqu'un d'autre, et c'est-à-dire forcément un peu moins bien écrit, pourrait franchement devenir chiant. Voilà. Alors que là, pas du tout. On arpente tout le temps avec tranquillité. Alors même avec une certaine avidité, hein. Pour ma part, je dois avouer que je tournais les pages, et pourtant Dieu seul sait que je le lisais affalé dans le fauteuil l'après-midi, en mode une petite siestoune, ça doit être pas mal. Ben non, pas de siestoune, moi les yeux grands ouverts sur la page. Pourtant Dieu seul sait que j'aurais eu un autre livre entre les bras, je me serais endormie. Parce qu'en fait, il a un parcours tellement singulier, cet homme, parce qu'il oscille entre toutes les apparences. C'est-à-dire qu'il veut, il est parfaitement parfait, euh, parce qu'il donne le change au parfait face aux autres, mais il n'est pas du tout conforme à ça. Voilà. Parce que il a des désirs, il aime une femme, parce qu'il décide de faire ça, alors que hein, abstinence, hein. Et puis sa cavalcade en Espagne, son retour en France, il va être dénoncé, il va être emprisonné dans ce fameux mur, cette fameuse prison de Carcassonne, il va s'échapper. Rattrapé par l'archevêque de Narbonne, enfin pas lui, mais bon, sbire, puisque en fait il était aussi, c'était le seigneur de Cubière, l'archevêque de Narbonne, donc du coup c'était son seigneur. Et donc forcément, il va être, on le sait, hein, il meurt brûlé vif, donc condamné par l'archevêque de Narbonne. Et en fait, ce type n'était pas vraiment un vrai cathare, au sens propre du terme, because pas trop abstinent, euh, moins qu'on puisse dire. C'est pas un personnage historique en tant que tel, parce qu'il n'a pas eu un impact sur l'histoire de France. Alors peut-être d'Occitanie, mais et encore, c'est pas vraiment un impact. C'est quelqu'un qui a compté, mais il a pas changé la face du monde de l'Occitanie ni de la France. Mais néanmoins, c'est un personnage suffisamment, alors déjà premièrement romanesque. Il n'y a pas à tortiller sur la question. Deux, aussi agréable que détestable. Deux, trois fois, je lui aurais bien filé une claque à travers la figure en lui disant tu vas te calmer, oui, chouchou. Il faut pas que je dise chouchou, sinon il y a Uxou qui va arriver Si vous entendez du bruit, c'est que je suis en train de me tortiller sur la chaise. Je suis terrible pour ça. Ah oui, je suis assise en équilibre sur quelque chose, c'est pas une bonne idée. Et donc en fait, il a ouais, ce côté à la fois agréable et désagréable qui fait que on suit ses pas dans ce roman historique, qui est assez foisonnant d'ailleurs, euh, avec une certaine joie. Voilà. Franchement, moi j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce roman-là. Voilà, je vous dis, c'est un roman qui est envoûtant si vous vous laissez prendre à l'histoire, à la plume, à la façon d'être de ce Guillaume, et
qui a une aventure, enfin qui a une vie assez extraordinaire quand même, voilà. Après, personnellement, je suis pas parfaite, hein. Enfin, dans tous les cas, moi, ils m'auraient pas engagée. Enfin, déjà, je suis une femme, donc du coup, niette, bouh, antéchrist. Mais ah ouais, c'est pas fait pour moi, ce genre de truc. Voilà, non, non, oh là là, moi, oh. Ah non, non, moi je vais direct à 6 pieds dessous, là. Je prends l'ascenseur directement pour l'échafaud, moi. Donc, non, non, mais c'est très agréable. Franchement, quand j'ai lu le quatrième de couverture, je me suis dit, ah, ça peut être intéressant, parce que j'en ai quand même visité des châteaux cathares, même si j'ai une grosse tendance à pas pouvoir gravir ces châteaux because vertige, because moi mourir si je fais si je vois le vide à droite ou à gauche, moi attirer, moi mourir, moi sauter. Donc moi rester pied château Qatar, tout le monde me montre sauf moi et tout le monde me montre des photos d'en haut en disant t'as vu comme c'est beau, je suis ah je vais mourir. Voilà, donc je les ai vus mais d'en bas les châteaux Qatar. Mais je peux pas monter déjà le tour de la citadelle de Carcassonne, j'étais collée au mur. Au mur d'enceinte et j'étais collée au créneau en mode je vais crever si tout le monde me dit regarde la cité d'en bas, je ne peux pas arrêter, putain, j'ai le vertige, je peux pas. Voilà, donc il faut un garde-fou qui m'arrive au cou pour que je sois sûre de ne pas pouvoir basculer. Donc là c'est pas possible, vous avez pas de rambarde d'un côté des escaliers des châteaux, c'est pas possible, je peux pas, je ne peux pas. Personnellement c'est plus fort que moi. Moi il faut une rambarde ouais, qui m'arrive au moins aux épaules pour que je me sente rassurée. Moi, si elle m'arrive au nombril, je ne me regarde pas par-dessus un balcon où ça m'arrive pas au minimum entre la poitrine et les épaules. Je ne peux pas, je suis attirée par le vide. Voilà, donc Qatar, pas possible. Voilà. Donc, mais franchement, très très bon roman. Si vous aimez les Qatars, si vous aimez le romanesque, si vous aimez les personnages assez grandiloquents, machin, cavalcades, les machins, les trucs, allez-y, Bélibast. Franchement, ouais, ça vaut le coup, ça vaut le déplacement. Et donc, merci à Véronique pour sa recommandation. Prochain livre, qu'est-ce que je... Ah oui, alors prochain, ce sera forcément le tome 11 des départements V. Oui, ah bah, il fallait bien que je le lise. Hein. J'ai tourné autour, mais depuis qu'il est sorti, il fallait que je le lise. Voilà, j'ai profité de mes congés pour pouvoir... C'est une pavasse. Donc j'ai profité de mes congés pour me taper la pavasse. J'ai enchaîné après sur le livre entre guillemets que j'attendais le plus, peut-être plus que le Bernard Schlink, puisque autant Bernard Schlink on sait qu'il continue à écrire, autant Jussi Adler-Olsen avait annoncé clairement que sa saga finissait avec 7 mètres carrés, donc le tome 10 de la saga département V. En vérité, je rappelle que pour 99% de la population mondiale, le département s'appelle Q. De la lettre Q, hein, et que, bon, bah, évidemment, vous imaginez bien qu'en France, ça serait pas passé des masses, donc il n'y a que la France qui l'appelle département V, hein. Alors, je sais pas si les francophones, les Belges, les Luxembourgeois, les Suisses, ont droit au V ou au Q. Ben voilà, si vous êtes belge ou québécois d'ailleurs, peut-être que les Québécois ont mis Q quand même, parce que je sais pas. Enfin bref, si vous êtes francophone hors France, dites-moi si vous avez un V ou un Q. Voilà, voilà. Oh, ça commence bien. Alors, il est évident que c'était le roman que j'attendais le plus. Puisque en fait il l'a annoncé l'année dernière en disant qu'il y avait un 11e opus mais qui était co-écrit à 6 mains avec deux autres auteurs, deux femmes qui sont toutes les deux journalistes et romancières. Il y en a une qui s'appelle Lynn Holm et l'autre Stine Bolver, et qui en fait en gros il avait entre guillemets cédé aux explications qu'elle lui avait données. C'est-à-dire qu'en fait, visiblement, elles sont allées le voir en lui disant oui, alors voilà, on a une idée pour le département V, enfin le Q.
Et puis voilà, on aimerait avoir cette direction-là, on voudrait prendre cette direction-là. Et il semblerait que Jussi Alver Olsen ait trouvé l'idée intéressante et ils ont décidé en fait de jouer à 6 mains et de faire ce fameux opus 11, alors qui marche formidablement bien visiblement, qui est sorti évidemment au Danemark en premier, puis après dans d'autres pays, et pour arriver à la France donc il y a quelques semaines. Alors, il faut dire que j'étais aussi excitée que inquiète, parce que quand on aime une saga littéraire, et en l'occurrence ce genre-là, où on a lu les 10 et qu'on a aimé la fin du 10e et qu'en fait, en gros, on s'est jamais ennuyé en lisant ce genre de livre, ah bah, on a un peu la trouille, voilà. Et dès les premières pages, en fait, j'ai pas eu de doute. J'ai retrouvé la papate de Alver Olsen, agrémentée fort agréablement par les deux romancières. Alors, dès le début, roman, euh, on connaît le cheminement de l'enquête, on sait qui a fait quoi et pourquoi il le fait. Mais en fait, tout de suite, on entre avec les personnages. Bon, alors déjà, évidemment, Karl Mock arrive, il est à la retraite, il profite de sa vie, de sa femme, de sa fille, il se tient éloigné de tout, il n'en a plus rien à carrer de la police, sauf que, effectivement, il est désormais occupé à être romancier à plein temps, puisqu'il produit des romans sur des enquêtes du département V. Alors, c'est assez drôle parce qu'en fait, il prend les titres de la saga, hein, oui, non, mais c'est vrai. Donc en fait, il est en pleine promotion en fait de Miséricorde. Il s'est attelé à Profanation. Il a annoncé une délivrance à son éditrice, etc. Donc c'est assez bien foutu ce genre de choses, comme si c'était Karl Mock en fait qui avait vraiment écrit les romans. Et là, il est en pleine promotion jusqu'à ce que une femme vienne l'aborder, un peu étrange. D'ailleurs, au début, il n'y prête pas trop attention, mais elle insiste. Et donc, elle lui révèle que lors d'un pot de service, ils sont allés chercher des bouteilles dans une réserve qui à l'époque servait de bureau pour un système de répondeurs de ligne d'urgence. Vous savez, les répondeurs, les appels pour les personnes âgées, là, les beepers, quand les personnes ont ce signal d'appel pour appeler un proche, une infirmière, etc. En fait, ce système avait été fermé quelques années auparavant pour des restrictions budgétaires, mais sans avertir que la ligne avait été fermée. Donc, en fait, il y a des gens qui continuent à appeler cette ligne d'urgence. Et en fait, quand ils sont dans le bureau, sans faire exprès, ils déclenchent un bouton et un message tombe en disant, voilà, on entend plusieurs voix, et notamment le fait que il y avait une tierce personne dans ce truc-là. Et forcément, elle connecte avec un meurtre un suicide qui a eu lieu, et tentative de meurtre sur une femme qui était un peu, qui a été atteinte de démence. Et ça l'intrigue, donc elle va aller vous voir. Alors, franchement, Karl a pas vraiment des masses envie de remettre les pieds au département V, mais il va voir Hassan et Rose, il leur explique, et qui sont de nouveau dans la cave, et qui sont en train de voir arriver une nouvelle enquêtrice qui s'appelle Elena Henry. Alors elle se présente comme ça parce que d'ailleurs très régulièrement euh, il est indiqué que le H n'est pas prononcé comme en français, alors que le H est prononcé d'une autre façon quand vous êtes anglo-saxon. Et elle est assez mystérieuse, cette franco-danoise, etc. Donc il arrive, il explique, et puis il se casse. Voilà. Et donc il laisse le Assad, Rose et cette fameuse Elena enquêter sur cette histoire qui a plusieurs strates et plusieurs ramifications. Alors l'histoire de base, c'est en fait un homme qui était donc supposé s'être suicidé, qu'il avait tenté de tuer sa femme, qu'on avait retrouvée dans la cave, dans un état assez délétère. Et bien sûr, cet audio
va faire rejaillir dans le présent le passé, parce que c'est assez régulier chez les polars enfin nordiques, d'avoir une espèce de cold case ou même un truc qui a été fermé complètement, qui revient avec un petit détail. Alors évidemment, le service va enquêter, il va fouiller dans le passé des personnes, enfin de ces personnages qu'on voit, puisque on comprend que c'est un groupe, nous on le sait dès le début, mais les enquêteurs le savent pas. Ils vont accéder à un espèce de groupe de jeunes d'enfants qui faisaient partie d'une chorale, d'où les morts ne chantent pas. Qui faisait voilà, qui était dans une chorale à la fin des années 80, et que tous ces enfants, en fait, maintenant sont des adultes avec des très grandes responsabilités dans la société civile danoise. Et au fil de l'enquête du département V, en fait, le vernis s'écaille. On apprend, il parle de maltraitance, de pression d'enfants sur d'autres, d'adultes sur d'autres, d'intimidation au sein de ce groupe-là, et du fait que le groupe est quand même soudé autour d'un personnage qui a un tempérament assez fort, alors on dirait pas un leader, mais voilà, qui arrive à se faire respecter par tout le monde, et qui rivalise lui-même aussi à l'intérieur de son groupe d'humiliation, de mensonges, alors carrément collectifs, c'est limite, ils ont accordé tout leur violon, et bien sûr l'impact sur la vie des plus faibles ou des plus, euh, on va dire, oui, faibles, des plus influençables sur cette histoire-là. Alors, honnêtement, je peux pas en dire plus parce que ça serait en dévoiler beaucoup trop, et ça serait bien dommage d'ailleurs, parce que ce tome 11 explore les mensonges, les non-dits, l'intérêt de rester soudé pour cacher des vérités, alors qu'on adhère au nom ou au truc, et bien sûr toutes les manœuvres du meurtrier. Tout ça va fissurer l'édifice petit à petit, et on sent que c'est pas loin de se casser la gueule par moment. Alors, comme un peu à l'accoutumée, les chapitres sont courts. Les chapitres sont indiqués par personnage, c'est-à-dire qu'on suit Jacob, on suit Assad, on suit Rose, on suit Elena, etc., etc. Donc en fait, à chaque fois, la titre de chapitre nous indique qui, plus ou moins, est la tête de pont de ce passage, de ce paragraphe, enfin en tous les cas de ce chapitre, et pourquoi il l'explique. C'est toujours aussi efficace. On sent bien l'admiration en fait des deux romancières pour le département V. Visiblement, elles s'y connaissent bien. Euh, mais il y a quand même ce côté très humour assez noir qu'avait Jussi Alvar Olsen. Je rappelle qu'il a quand même, ils ont écrit à 6 mains. Et bien sûr la tension habituelle de cette saga. Voilà, ça va toujours crescendo, ça fait des choses trap, on chope un truc, on ne sait pas si c'est ça. Euh, alors, très vite et assez rapidement, on comprend qu'effectivement, le département V a pris une autre direction. Alors, plus moderne, oui. Je ne sais pas si c'est plus moderne le terme vraiment, mais oui, peut-être. Mais en tous les cas, beaucoup plus féminin. Voilà, c'est beaucoup plus féminin. Alors, pas dans les personnages, quoi qu'il y ait un nouveau personnage féminin, mais peut-être par la touche. Voilà, je ne sais pas comment expliquer, mais quand on lit, on sent effectivement l'influence de femmes derrière. Je dis pas que c'est pas plus gore ou c'est pas plus tordu, attention. Les femmes peuvent être beaucoup plus tordues que les garçons. Ah bah si. Mais il y a une touche, il y a quelque chose de plus. Voilà. Après, c'est toujours aussi pourri au Royaume du Danemark, même si j'adore ce pays. Euh, et surtout leur roi. Ah oui, oh, écoutez, il y a les mini-dettes qu'on est, moi, depuis que je suis petite, Frédéric du Danemark, je le trouve sublimement beau, en vieillissant, il est de plus en plus beau, celui-là. Bon, bref. Mais bon, il y a quand même quelque chose de pourri au Royaume du Danemark. Et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé me replonger dans ce roman, que ça soit les allers-retours dans les années 80, et bien sûr de nos jours, enfin en tous les cas, le côté assez antipathique des gens
alors que le meurtrier, en fait, petit à petit, en fait, on a plus d'empathie pour le meurtrier que pour les autres salopards. C'est quand même assez hallucinant. Alors évidemment, hein, tout le monde cache quelque chose, même y compris dans le département V, dans la police, tout le monde à toutes les strates trouve un truc, et le puzzle s'imbrique bien, moi je trouve, doucement, mais sûrement. Alors ça a rien de révolutionnaire, attention, c'est pas un truc qui va révolutionner le département V, c'est pas le truc où vous allez dire ouah la claque, non non, vous aurez pas de claque, mais en fait l'ambiance est là, l'humour est là, les rebondissements sont là, les personnages emblématiques sont là, et les nouveaux arrivent et du coup se mettent dans la mouvance assez bien, et puis il y a des salopards qui sont là aussi, et en fait c'est ça, c'est que vous vous dites, c'est un peu comme si vous aviez un doudou, vous voyez, vous retournez dans un univers que vous connaissez, avec des caractéristiques que vous connaissez, tout en ayant, ils ont ajouté d'autres personnes et d'autres perspectives et d'autres visions, et d'autres, on va dire, antagonismes. Ah bah c'est bien. Moi j'ai passé un très bon moment à lire ce roman. Je vous dis, ça révolutionnera absolument pas la saga. Je pense qu'ils vont en sortir peut-être un, deux, trois, même peut-être plus, parce ils ont du potentiel dans ce qu'ils ont ajouté. Et je les lirai, parce que ça m'a fait vraiment plaisir de le faire. Mais je vous dis, voilà, encore un tour sur la saga, ça serait pas de refus du tout. Mais je vous dis, il n'y a rien de révolutionnaire. Je vous dis, il n'y a aucune personne qui dira c'est une claque. Ou alors c'est parce que vous avez jamais lu le département V ou les précédents. Parce qu'il y a eu des claques dans certains. Mais là, non, pas du tout. Mais vous êtes en terrain connu. Et ça, ah ben moi j'ai aimé. Voilà. Non, moi je suis pas difficile comme fille. Vous me donnez un truc comme ça, moi je suis contente. Voilà. Donc c'était très agréable. Les morts ne chantent pas de Jussi Alder Olsen, Lynn Donkholm et Steen Bolver. Rendez-vous au prochain opus. Hein. Voilà, c'est comme ça. Alors, celui-ci m'avait été recommandé par Miss Pompon, qui a toujours de très bonnes recommandations, et que, honnêtement, alors, mode, beauté, lecture, exposition, elle est un peu ma référence, hein, mademoiselle. Alors, elle m'a conseillé de lire Terrasse à Rome de Pascal Guignard. Donc Quignard, pas Guignard, Quignard. C'est un petit roman, très court, mais alors, waouh! Voilà, alors on est avec Môme qui est un graveur. Alors attention, c'est un personnage fictif, mais qui est diablement vivant quand même, hein. C'est bien foutu. Qui est donc né, on le sait, en 1617 à Paris. Il est élève de formateurs qui sont très qualifiés dans son domaine. Il va atterrir à Bruges et là il va tomber fou amoureux de Nanny, qui est la fille du juge électif où il est apprenti. Elle est promise à un autre, mais il n'empêche, ils vont entamer une liaison courte mais érotiquement très passionnée. Elle est très attirée par ce garçon, et aussi physiquement parce qu'elle le trouve elle trouve son visage absolument magnifique. Et un jour, alors qu'ils sont en plein débat amoureux, le dit fiancé se débarque, et va balancer de l'eau forte à la figure de Môme, et donc qui va bien sûr le défigurer, et elle est assez échaudée. Alors elle est légèrement brûlée à la main, on va se calmer, hein, c'est juste un truc superficiel, mais elle va le rejeter, son amant, parce que pour elle, il est devenu, et je cite, hein, elle le dit, hideux. Ah, super. L'autre, elle est assez superficielle quand même. Voilà. Et donc, heurté, brisé, très malheureux, il va fuir, mais en fait, elle lui manque tout le temps.
Voilà, parce qu'il était vraiment follement amoureux d'elle. Et en fait, son souvenir va rester attaché à la fois à ce qui lui est arrivé, mais à la fois à ce qu'elle était pour lui. Et Pascal Quignard, vraiment, il sait, mais merveilleusement bien écrire. C'est un roman qui est court, qui nous plonge dans la fin de la Renaissance, ou à l'époque, heureuse époque, où les artisans, les artistes, les créateurs étaient admirés et célébrés. Ils étaient à ce moment-là tout à fait tous fascinés par l'Italie, tous attirés absolument, presque tous à Rome, comme du miel sur des abeilles sur du miel. Et à cette époque-là, tous ces artistes, artisans et créateurs, en fait, entre guillemets, couraient le cachet. Non, étaient, en fait, avaient des contrats par des mécènes. Et donc, chaque mécène pouvait vous commander une pièce, une œuvre, etc. Et donc, c'était, entre guillemets, en tous les cas, la possibilité et la liberté artistique de créer ce que vous vouliez sans vous préoccuper de bouffer ou d'avoir vos matériaux à acheter. Mais c'était aussi une question de puissance, déjà du mécène, mais aussi de protection. C'est-à-dire que vous aviez la protection de cet homme-là qui était très respecté, donc forcément, vous aviez peut-être une certaine reconnaissance qui allait arriver derrière. Et en fait, Maume est de cela, c'est-à-dire que lui, alors il fuit évidemment pour se cacher, parce qu'il a été conduit, parce qu'il est malheureux, parce qu'il est meurtri, non seulement son cœur est brisé, mais son visage aussi, et donc il va se réfugier dans ce que l'auteur appelle les angles, c'est-à-dire en fait ces endroits où se cachent les amoureux déçus, malheureux, enfin en tous les cas désespérés, les monstres, alors par leur physionomie, et quelques artistes un peu spéciaux. Bon, et en fait, l'auteur évoque... comment expliquer ça pour avoir un truc... alors, il évoque et il décrit très précisément les œuvres de ce fameux Maume, le graveur, qui vont de choses très saintes, des saintes, des machins, à des gravures très licencieuses. C'est quand même un peu... Wouh, c'était l'époque, hein, commencez pas à être à chaque fois choqué par quelque chose. Bon. Et en fait, j'avais connu cet auteur-là par Tous les matins du monde, et j'ai l'impression que ça fait écho, voilà, dans cette chose-là. Et alors, cette terrasse sur Rome, moi je trouve que ce livre-là est véritablement, est-ce qu'on peut dire touché par la grâce, la vie? Oui, par la vie, par les arts, par le travail. Vraiment, c'est une ode au travail, à l'amour, à tout ce qui fait un artiste, c'est-à-dire à sa peine, aux eaux qu'il utilise, aux peintures, aux gravures, aux ombres, aux lumières. Et perso, moi j'ai lu mais avidement l'itinéraire de ce garçon, avec autant de peine au cœur pour lui, et surtout pour le fragment de soi qui en fait reste là où alors pour utiliser un truc très dessin et peinture, là où on décide d'ombrer sa vie. Voilà, et j'ai adoré me perdre dans cette vie d'artiste, de vagabond entre guillemets, mais aussi dans cette vie sentimentale, affective, avec tous les crochets, les détours qu'il fait, que ça soit... en fait, il plonge dans sa détresse et dans sa tristesse pour produire des choses. Voilà. Et à la fois, il est jaloux, parce qu'il est jaloux de ce qui se passe, et après il va avoir un rebond, enfin il y a un très beau moment à la fin, même si je m'y attendais un tout petit peu, parce que je me suis dit, c'est étrange quand même, machin, mais je me suis dit, je sais pas comment il va l'amener, parce que c'est ça le truc, c'est que je me demandais si l'auteur avait eu la même pensée que moi à un moment donné, mais comment il allait pouvoir amener ça. Et en fait le texte est tellement magnifique que c'est une des rares fois où mon cerveau de romancière ne prend pas la main. C'est-à-dire que, contrairement à ce que je vous disais tout à l'heure,
pour le gourou des terres blancs, des terres froides, ou alors là carrément je t'ai monté le truc tout seul. Là je me suis dit non, va pas choper Quignard comme ça, laisse-le développer son truc, parce que j'ai trouvé qu'il le rendait à la fois jaloux, triste, mais très créatif. Et ces vagabondages étaient vraiment absolument magnifiques. Voilà. Mais alors un texte hyper bien écrit, très intelligent, euh, très poétiquement joli. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. En fait, ce genre de roman, c'est le genre de roman où c'est très compliqué d'expliquer véritablement ce que vous avez ressenti. C'est un peu quand vous êtes devant un tableau. Alors déjà, premièrement, évidemment, j'ai pensé qu'à Turner. Ah non, mais la tarée. Alors, j'ai pensé à Turner et j'ai pensé à Constable. Alors, je sais pas si vous connaissez, enfin si, vous connaissez sûrement Constable. Turner, oui, quand même. Mais Constable, oui, quand même, il est connu. Euh, je me suis dit, c'est aussi beau que certains de leurs tableaux. Voilà. Et en fait, vous lisez et vous vous dites, waouh, waouh, la débile. Voilà, non, mais je vous dis, non, il m'en faut pas beaucoup. Hein. Oh là là, moi, dès qu'on parle des artistes et machin. Alors après, est-ce que peut-être parce que je suis plus une créative et que ça me touche et que je comprends ce côté où il y a toujours un fragment. Je pense qu'un artiste, on a tous, et je dis on parce que je pense que c'est vrai, enfin en tous les cas, moi je m'inclus là-dedans, on a tous un fragment de notre personne, de ce que l'on a ressenti, vécu, qui nous a fait, qu'on a aimé ou pas, qui nous a ravi ou qui nous a blessé. Je pense qu'on le garde dans l'ombre tout le temps. C'est-à-dire c'est la partie ombre et lumière, c'est la partie ombre, vous voyez, c'est comme un Caravage, quoi. On est dans le clair-obscur, nous. Et si on n'a pas ça, je pense qu'on n'arrive pas à créer. Voilà, je pense, hein, les gens qui sont tout le temps bien heureux, avec le sourire aux lèvres, qui sont tout le temps et alors eux, franchement, ils ont raison, ils sont toujours bien heureux, c'est bien. J'admire les gens qui sont toujours comme ça. Ouais, je pense qu'il faut avoir une part de sombre quand même pour créer. Voilà. Et là, vraiment, ce livre-là, c'est vraiment... non, lisez-le. Écoutez, voilà, vous le lisez. Hein, et puis, on en reparlera. Terrasse à Rome. C'est vraiment une terrasse sur Rome. Hein, mais Terrasse à Rome de Pascal Quignard. Ah bah, très beau roman. Voilà. Merci, Miss Pompon. Alors, autre roman que j'ai lu, c'est un roman que j'ai lu dans le train, en fait, que j'avais acheté à ma copine Divine Perrine. Je cherchais des romans régionaux, un peu policiers, etc. Et justement, elle la vendait sur son Vinted, donc j'ai profité, parce que je préfère acheter à ma copine Perrine plutôt que ailleurs. Je préfère que ça soit elle qui les sous plutôt qu'une boutique en ligne ou un autre bouquiniste que je connais pas trop. Donc j'ai lu Le gourou des terres froides de Nicole Provence. Alors, l'intrigue en quatrième de couverture m'avait paru intéressante. Et en fait, le fait de découvrir aussi un bout du Dauphiné m'avait intriguée. Alors, je connais assez le Dauphiné, mais je me suis dit, vas-y, sors. Alors, le fait est que la couverture m'avait aussi attirée parce qu'il y avait des tournesols. J'aime beaucoup les tournesols, même si je n'aime pas les bestioles qui sont dessus. En fait, disons que les bestioles qui sont dessus ne m'aiment pas. Voilà. Enfin, je suis allergique aux abeilles, aux guêpes, aux frelons, enfin, toutes ces merdes qui volent là et qui peuvent me piquer et que je peux faire un œdème de quick. On va éviter de faire ce genre de conneries. Mais j'avais trouvé que c'était très attirant parce que la quatrième, les tournesols, je me suis dit, je voudrais bien savoir pourquoi. Et en fait, les tournesols jouent une grande importance dans l'histoire. Et j'avais assez hâte, en fait, de lire ce roman pour savoir le pourquoi du comment. Alors, au début, on suit Gradiella, qui est une jeune femme qui doit témoigner dans le procès d'un gourou qui est lié à une affaire de pédophilie et de torture sectaire. Parce que le gourou en question a été arrêté, ses adeptes évidemment se sont envolés ailleurs, sauf Gradiella qui a été en fait récupérée par son grand-père maternel à l'âge de 15 ans suite à la mort de sa maman. Et des années plus tard, en fait, elle
elle vit avec son grand-père, etc. Enfin, elle a retrouvé une espèce d'équilibre plus ou moins correct. Mais elle décide de se venger quelques années plus tard en fait, en gros, annihilant mentalement le fils du gourou qui s'est implanté sur les terres sans savoir d'où il venait parce qu'on lui a caché sa filiation, mais elle décide que c'est comme ça. Donc, sous prétexte qu'elle fait un mémoire d'études sur les moulins, les autres bâtiments historiques du coin, elle va débarquer sur le lieu même de sa détention de l'époque de cette fameuse secte, le Soleil Levant, où elle avait subi les humiliations du gourou et les assauts sexuels, puisque il ne se privait pas d'abuser des enfants de sa secte, voilà, comme beaucoup. Et ce fameux Marco, donc qui est le fils du gourou, ne connaît absolument rien à l'histoire. C'est un mec qui vit en solitaire, dans un corps de ferme. En fait, il est peintre. Et il partage sa vie entre la peinture, le potager, les poules, sa tranquillité. Visiblement, il a reçu une manne d'un héritage qui lui permet de vivre chichement mais tranquillement. Et Graziella débarque donc dans cette espèce de quiétude et décide de remontrer les traces de sa filiation pour l'amener lui-même à découvrir qui il est, la vérité sur son père, et évidemment de le briser mentalement pour que son père puisse en gros souffrir de ce qu'on a fait à son fils, bon, si tant est que ce type ait des sentiments. Et parallèlement, tout est relatif. Aux 3/4 du roman, on comprend qu'il y a un mec qui a envie de se venger de ce fameux gourou et qu'il va utiliser tous les buts pour pouvoir y aller. Alors, c'est assez facile à trouver qui est le mec qui veut buter le gourou, hein. Alors là, honnêtement, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr. Et donc, sur ce constat, en fait, je dois avouer que le roman est très facile à lire. Franchement, l'écriture est simple. On saute de la tête de Graziella, l'actuelle, l'adulte, à la petite fille, dont les souvenirs de manipulation, de routine, quand elle était au sein de la secte, la hante et la traumatise encore, mais qu'elle n'avait pas compris tout de suite sur le moment ce qui se passait, et qu'elle l'a appris quand elle est sortie de la secte et qu'elle a fait un travail sur elle-même. Alors, même si c'est très aisé à suivre et qu'il n'y a pas de gros rebondissements non plus, non, parce qu'on comprend assez vite tout ce qui va se passer, vraiment. Moi, j'ai juste été très étonnée, surprise, que cette jeune femme qui ourdit un plan très structuré de vengeance, parce qu'elle y est allée, elle a un plan, c'est A, B, C, D, E, et puis vas-y que je te décline le truc, soit parfois d'une naïveté et d'une confiance envers des inconnus assez étonnant. Parce que pour quelqu'un qui a subi ce qu'elle a subi, qui visiblement ne devrait plus faire confiance au premier venu, elle est pas, alors elle est pas machiavélique en plus, donc elle devrait être hyper méfiante, assez elle devrait avoir une certaine réluctance à donner à se confier à quelqu'un. Là, à un moment donné, paf, elle rencontre quelqu'un, l'autre il l'invite chez elle, pas tout de suite, mais un jour elle va avoir besoin, donc elle va venir chez lui, elle le connaît ni d'Ève ni d'Adam, elle sait pas qui c'est ce type, etc. Enfin, voilà, elle est assez ambiguë, puis alors elle est complètement fleur bleue avec le Marco. Alors elle veut le détruire psychologiquement, et comme elle est très très belle, elle se dit, tiens, si je couche avec, du coup il va tomber amoureux de moi, et je vais pouvoir le manipuler pour lui briser le cœur et tout ce qui va avec derrière. Mais en fait, elle est jamais sûre de ses actions. C'est-à-dire qu'elle a toujours je vais réutiliser l'expression, elle a le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que d'un côté, elle veut se venger absolument, etc.
Et on la suit avec les liens de Marco, qui est forcément beau, hein, attention, hein. Elle n'est pas tombée sur le moche, hein, on est bien d'accord sur les questions. Elle, c'est une bombe visiblement anatomique, donc du coup, lui, il est subjugué par cette fille, à croire qu'il n'a jamais eu de fille avant. Enfin, d'après ce que j'ai compris, c'est un peu, à peu près ça. Et puis forcément, elle va s'attacher au chat qui est là, au moulin, au tournesol, du fait que ça va lui rappeler des souvenirs assez effrayants. Et puis il y a la relation avec son grand-père qui vieillit, donc de temps en temps, elle va voir son grand-père, ils parlent tous les deux, etc. Alors, même en passant outre ces petits détails qui sont quand même assez bizarres, qui sont pas crédibles par moment, parce que, enfin, moi, je me suis mis à la place de cette fille, personnellement. Déjà, premièrement, je serais hyper méfiante. Et puis, si je veux vraiment me venger de quelqu'un à travers quelqu'un d'autre, croyez-moi que je vais pas faire la fleur bleue, hein. Je vais y aller au bazooka discrètement, voilà, enfin discrètement. En tous les cas, oui, coucher avec, oui, vous pouvez, c'est une forme de vengeance. Enfin, elle est un peu fleur bleue quand même quelquefois, donc ça marche pas des masses. Le problème, c'est que j'ai pas du tout ressenti de tension vraiment dans le plan qu'elle ourdit. Et alors le côté un peu trop idyllique du lieu de la vengeance, où comme par hasard à un moment donné elle le drogue, entre guillemets, elle l'assomme de somnifères pour aller fouiller dans les pièces, machin. Lui, il est resté depuis des années, il est là, il a jamais fouillé les pièces, il a même pas eu la curiosité d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Enfin voilà, et ça m'a laissé complètement sur le bas de côté de la route. Voilà. Ce qui est dommage, parce qu'il y avait une matière à dénoncer les sectes, leur pourvoir sur les personnes, l'avilissement des personnes qui sont entraînées là-dedans, et surtout des enfants, et la traite de ces dernières aussi, que ce soit des enfants, de leur façon, de leur mère aussi, ou des personnes qui vivent dans la secte, et de toutes les actions absolument nauséabonde de ces espèces de manipulateurs pervers, condamnables, des espèces de salopards à qui, très gentiment, un parpaing au pied, directement dans la flotte, c'est pas une mauvaise idée. Mais, alors, j'ai assez vite malheureusement compris la fin du roman, et là, ça a vraiment desservi mon avis. Voilà, c'est que à même pas un quart du roman, j'avais déjà tout monté dans ma tête, je savais ce qui allait arriver. Et je me suis dit, ah merde, maintenant elle va me surprendre. Eh ben pas du tout. Alors il n'empêche que c'est très facile à lire, c'est sans prise de tête. Honnêtement, dans le train, c'est parfait. C'est un petit roman, ça casse pas trois pattes à un canard. Donc entre les gosses qui gueulent, les gens qui bougent, le mec de devant qui arrête pas de bouger son ciel, perso, moi, ça m'allait. Il y a certains passages, alors juste quand même, il y a quand même certains passages qui peuvent être difficiles à lire si, alors pas pour moi, on est bien d'accord sur la question, si vous avez été victime de ce genre d'emprise. Alors pas dans une secte, alors évidemment si vous étiez dans une secte, bon, mais peut-être au sein de votre foyer ou voilà, quelqu'un qui avait une emprise psychologique sur vous. Ou tout simplement parce que dans votre famille, vous avez malheureusement été victime d'attouchement ou d'autres. Il y a des passages qui sont quand même compliqués, enfin pas compliqués, mais qui peuvent vous raviver des trucs, donc faites attention quand même un peu, mais c'est bien exposé quand même, hein, c'est bien fait. Voilà, et le pas de deux vengeurs est sympathique, mais sans plus. Surtout quand on comprend pourquoi et comment, et c'est tellement évident que c'est pas surprenant. Voilà. Reste les thèmes abordés que je vous ai cités et les tournesols que j'aime beaucoup. Mais sinon, alors vraiment, honnêtement, je pense qu'à la fin de l'année, à part le truc sectaire et la vengeance, etc., il me restera pas grand-chose. Hein, voilà. C'est dommage, mais ça partait bien. Le quatrième était attirante, mais bon, voilà, ça c'est un peu. Pour moi, ça s'est un peu perdu en route dans le sens où c'est devenu trop. Soit il fallait qu'elle soit vraiment mauvaise. Que sa vengeance soit absolument implacable et qu'elle l'utilise, qu'elle le retourne comme une crêpe, y compris sexuellement, mais vraiment comme une crêpe. Là, il tombe fou amoureux d'elle tout de suite, parce qu'elle est belle, parce qu'elle est parfaite, parce qu'elle a un corps sublime. Enfin, à un moment donné, il faut être un peu crédible, quoi. Parce que si, par exemple, vous voulez vous venger, mais que vous êtes, comme moi, style Gloria, vous voyez, pas forcément la plus belle fille du monde,
le mec va pas, vous n'avez pas forcément arrivé à le retourner comme une crêpe. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter de penser qu'il y a que des gens beaux qui peuvent avoir une emprise sur quelqu'un d'autre, quoi. Voilà. C'est ça qui m'a un peu gênée, mais bon, écoutez, il y en a tellement de romans où forcément l'héroïne est sublime et les autres sont moches, et c'est normal que le mec tombe fou amoureux. C'est quoi le truc que j'avais vu la dernière fois? Il y a quelqu'un qui avait fait ça dans un podcast qui a parlé d'un roman, je ne me rappelle plus. Parce qu'en fait, le roman ne m'intéressait pas, mais la fille, elle a eu le même propos que moi. Elle me dit, ah non, mais elle disait, oh, écoutez, moi je suis très fleur bleue, mais là, c'est pas possible. Je me suis dit, ah, copine, voilà. Donc, écoutez, à vous l'honneur. Hein, et si la divine Perrine passe par là, comme elle l'a lu, elle me dira si le gourou des terres froides de Nicole Provence lui a fait le même effet que moi. Autre livre que j'ai lu et qui m'a été bien sûr recommandé par OL, donc Olivier et Madame, non, visiblement plutôt Madame, mais bon, ça s'appelle Les loups de Babylone de Anne Persin. Alors, oui, on dit Persin. Alors, Les loups de Babylone, en fait, c'est un roman qui est à deux voix ou presque. Voilà. Parce que d'un côté vous avez un jeune garçon qui s'appelle Esteban et qui vit dans une communauté, on va dire, paysan, slash écolo, slash 68 heures attardé, slash défenseur de la planète, machin. Qui vivent dans un lieu qui s'appelle la bergerie, qui est carrément hors système de tout, puisqu'ils vivent en fait, en gros, de leur élevage et de leur culture. Alors pas en autarcie complète, mais voilà, ils vivent de leur travail de paysans. Et de l'autre côté, vous avez Sophie, qui s'appelle Cauchy, de son nom de famille, je crois, mais Sophie, j'en suis sûre, qui est gendarme, qui vient de la banlieue parisienne. Elle a été mutée à sa demande, avec un très très lourd passé, puisqu'en fait elle a été mutée tout simplement parce qu'elle fuit son ex-fiancé qui était pompier et qui était très malveillant envers elle et qui était très toxique, voire violent, très violent, et donc elle est toujours hantée par cette fuite, puisque en gros elle a fait une entourloupe pour partir et elle s'est planquée dans l'Aveyron. Et en fait on suit chapitre par chapitre la communauté qui se trouve donc au pied des Causses, leur mode de vie, de pensée, de ces personnes qui en fait ont fui la société de consommation qu'ils appellent Babylone. Et nous on fait connaissance de cette communauté à travers Esteban et les autres enfants de la bergerie qui en fait vont au collège, puisque à partir de la 6e, jusqu'à la 6e ils avaient l'école dans la communauté, dans la maison communautaire par une ancienne professeure, mais depuis le collège, ils font leur entrée au collège. Alors évidemment, ils sont un peu en marge parce qu'ils ne sont pas habillés comme les autres, parce qu'ils n'ont pas de téléphone portable, parce qu'ils ne connaissent pas les codes de la Babylone. Et là, Esteban va rencontrer une jeune fille qui est placée dans une famille d'accueil, qui est marginale, qui n'aime pas du tout ni son placement, ni les règles qu'on lui a imposées, qui s'appelle Cassandra. Et en fait, par petites touches, il y a les deux voix qui vont se mêler parce que il va y avoir une disparition d'une jeune femme. Et nous, on apprend par touche aussi, puisque ça jongle d'un chapitre à l'autre entre les deux personnages, entre des guillemets, principaux. On apprend la vie de Sophie, c'est-à-dire les traumatismes qu'elle a subis par son ex tortionnaire, sa fuite préparée, les peurs viscérales qu'elle a toujours, son installation à Millau, la façon dont elle a de renoncer à certaines choses de sa vie, qu'elle a renoncé à avoir des amis, des activités annexes, etc., notamment sous l'emprise de cet homme, et donc elle essaye de se réhabiliter malgré le fait qu'elle ait toujours peur. Et en fait, un matin, alors qu'elle vient juste d'arriver à la gendarmerie de Millau, elle voit débarquer un couple qui lui signale, en fait, qui signale à la gendarmerie la disparition de leur fille Jessica, qui est une jeune femme qui a toujours été
très pure et dure depuis son enfance, puisque en fait elle s'est jetée dans la cause écologique. C'est vraiment une militante acharnée qui a atterri en Aveyron après un séjour avec son petit copain dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et depuis ils ont plus ou moins aucune nouvelle. Alors jusqu'à présent elle n'était pas très bavarde avec ses parents, mais elle se signalait par SMS, machin. Là, ils trouvent ça assez étrange qu'il y ait un silence radio complet. Donc au début, voilà, les gendarmes, bon, ils les prennent au sérieux, mais ils se disent, ouais, bon, attendez, elle est majeure, elle fait ce qu'elle veut, quoi. Enfin, voilà, s'il y a un adulte majeur qui disparaît, la plupart du temps, bon, on va enquêter, sauf s'il y a des traces de violence ou de mort suspecte, ou en tous les cas avérée, mais si la personne est partie du jour au lendemain sans prévenir qui que ce soit, et qu'il n'y a pas de preuve qu'elle ait été assassinée ou quoi que ce soit, bah c'est... Voilà, il y a énormément d'adultes qui disparaissent chaque année sans laisser de traces. Donc en fait, on leur dit on va quand même enquêter du côté de la bergerie, machin, bref. Et donc Sophie va partir enquêter avec un autre gendarme, un petit jeune qui vient d'arriver, sur le territoire de cette fameuse bergerie. Et alors, les deux côtés vont s'entremêler, évidemment, sans véritablement se côtoyer fermement, puisqu'en fait, chacun reste campé sur ses positions, tout en cherchant cette fameuse Jessica et son petit ami, qui ne s'est pas fait que des amis. Hein. Bah non, ça c'est sûr. Alors, Anne Persin, elle va présenter une galerie de personnages assez haut en couleur, de part et d'autre, hein, de la ligne de séparation entre les écolos et Babylone. Hein, il ne faut pas croire qu'elle force le trait d'un côté comme de l'autre. Mais le seul souci que j'ai eu, c'est que j'ai trouvé ça assez manichéen par moment, principalement pour les deux femmes qui sont enfin, en tous les cas, qui sont campées là, que ça soit Cassandra et Sophie. Cassandra, elle a forcément... elle est affublée de tout ce que une gamine de placée en famille d'accueil depuis la vie des rats peut avoir. Et Sophie, c'est sûr qu'au début, elle nous explique ses traumatismes, ce que son ex lui a fait, machin, qu'elle a fui, mais ça revient tout le temps redondant, et puis en fait, on a toujours, ouais, c'est manichéen parce qu'on a toujours que sa voix, et puis elle rabâche, alors on comprend le traumatisme, mais j'ai trouvé qu'à un moment donné, c'était trop évident, alors soit c'était pour dénoncer ça, et alors il fallait absolument y aller. Mais là, c'est en trame de fond. Et voilà, alors elle montre très bien la version, enfin en tous les cas bien la version des membres de la communauté pour l'État, pour la civilisation entre guillemets ultra connectée, et complètement déconnectée de la nature et des valeurs que eux, dans cette bergerie, ils prônent. Et de l'autre côté, bien sûr, ceux qui habitent en ville, ou en tous les cas pas à la bergerie et dans les causses, qui se moquent de ces, comme ils les appellent, les babos, qui vivent pour eux comme au Moyen-Âge ou presque, alors que non, hein, mais voilà, ça c'est la vie de chacun. Et en fait, personne ne fréquente l'autre, et en fait personne ne discute vraiment avec l'autre, c'est à dire que chacun est véritablement immédiatement rétif au mode de vie de l'autre, sans véritablement essayer de parler, sans s'accuser ou se menacer. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'arrivent pas à se parler correctement, quoi. Alors, d'un côté, bon, les gendarmes, ils sont quand même un peu plus pondérés, pas parce qu'ils sont pondérés, c'est juste que c'est leur boulot, quoi. En plus, c'est des militaires, donc on va se calmer. Voilà, ils sont... Mais, ils se disent, mais c'est ces trucs et tout, qu'est-ce qu'ils foutent dans cet endroit? Et les autres, voilà, ils les détestent tellement, entre les gamins, en tous les cas, la société qu'ils représentent, ils les détestent. Alors, n'en parlons même pas de la guérilla contre les flics. Il y en a carrément une qui a un acronyme contre les flics tatoué sur son corps. Mais c'est ça, ils n'arrivent pas à se parler. Alors, l'enquête avance bien. Alors que ce soit du côté des gendarmes ou des adolescents, par exemple le duo Esteban et Cassandra qui va décider de chercher, parce que Esteban il la connaît, il l'a vu, il a croisé plusieurs fois la jeune fille, donc il se dit « Ah tiens, je l'ai vue la fois, c'est bizarre, je vais y aller ». Parce qu'ils n'ont pas les mêmes raisons surtout
de savoir pourquoi elle a disparu et comment. Parce que en fait, les gendarmes, ils veulent la retrouver tout simplement, et les autres, ils se disent, merde, on a peut-être loupé un truc quand même. Voilà. Et de pas se faire accuser non plus sur la dangerosité de leur vie en communauté. Alors, le final, moi, j'ai trouvé qu'il était assez intéressant. Surprenant sans être révolutionnaire. Il y a sûrement d'autres romans qui ont traité le truc comme ça et machin, mais bon, voilà. Euh, J'aurais juste aimé que la romancière, en fait... Alors, je pense qu'elle l'a écrit pour du young adulte. Je ne vais pas les creuser, alors je suppose que oui. Mais j'aurais aimé qu'elle se positionne soit du côté très adulte, style gendarme, ou des parents de la communauté, soit du côté adolescent. Moi, je trouvais que c'était quand même beaucoup plus intéressant, enfin, en tant que romancière, c'est ce que j'aurais fait. J'ai trouvé que le côté ado était beaucoup plus intéressant à suivre. Voilà. Non seulement parce que c'est leurs premiers émois, parce qu'il y a les premiers trucs, parce que évidemment il y a les moqueries, etc. Mais je trouvais que il y avait un autre regard. Elle donne un autre regard des adolescents, en fait, de ceux qui sont de Babylone et des autres. Voilà. Voilà. En fait, en fin de compte, le roman décrit deux systèmes qui ne communiquent malheureusement pas, et plus, visiblement. Et surtout dans le périmètre qui est les Causses, le Larzac, etc., qui est quand même un périmètre qui traîne des arriérés de lutte pour une vie, un mode de vie plus proche de la nature, et surtout sans intervention de la société consumériste qui est vachement importante, hein, de toute façon. Euh, j'ai bien aimé me promener dans les Causses, dans l'Aveyron. Enfin, après, vous connaissez mon histoire complètement débile avec l'Aveyron. Donc, oui, ah bah, à part la Dordogne et l'Aveyron, moi, les autres. Si, le Berry, j'aime beaucoup le Berry, le Cher. Mais voilà, voilà, je suis peut-être la Somme aussi. Mais en tous les cas, l'Aveyron, c'est quand même mon deuxième département de cœur. J'ai bien aimé le côté policier. J'ai trouvé que c'était agréable et léger à lire. La plume est fluide. C'est rondement mené, il n'y a pas à tortiller. Après, je vous dis, c'est pas quelque chose qui va rester dans ma tête pendant des années. Je saurais que je l'ai lu, je saurais enfin, quel est le thème principal. Je pense que la bergerie me restera, l'Aveyron, les Causses, sûrement la disparition avec les enfants, les machins, les trucs et tout. Mais c'est sympa, voilà. Après, on en a discuté avec Olivier et sa madame. On a trouvé d'autres choses à dire, mais on a refait le monde sur les luttes, etc. Bon, après, effectivement, comme j'ai dit, c'est dommage que ces deux parties de communauté ne se parlent plus, même de notre truc massin, parce qu'en fait, les gens ne se parlent pas sans s'agresser, sans penser qu'ils ont la science infuse et, on va dire... l'obligation que leur camp, entre guillemets, si on a choisi un camp, c'est même pas un camp, mais d'où on vient, c'est forcément la même chose. Moi, aimant la campagne, je dois vous avouer que la ville ne me manquerait absolument pas. Voilà. Mais j'y vis, mais ça ne me manque pas quand j'y suis pas. Et j'ai pas cet esprit consumériste à mort. Vraiment, moi, je pense que j'aurais le cul entre deux chaises, en fait. Alors, non, mais à choisir, alors je ne vivrai pas dans la bergerie dans le sens où je suis pas suffisamment écolo pour me passer de certains conforts modernes. Pas que je sois collée à mon téléphone portable ou machin, mais enfin, je dois avouer que me doucher avec un seau en étain sur la tronche, pas mettre le chauffage, porter que des trucs en laine, machin, enfin, aller faire sa lessive dans la rivière avec des paillettes de savon. Perso, moi je régresse, hein, donc non, je suis très bien avec ma machine à laver et mes affaires, mais de vivre dans la campagne, en faisant son potager, en faisant attention, en faisant du compost, en triant ses déchets, en faisant ces trucs, là ouais. Voilà, après, écoutez, chacun est libre de vivre comme il le veut. Il y a des gens qui s'entendent très très bien et qui se disent que vivre dans une communauté où on fait tout avec la nature, où on consomme rien de ce que l'on ne peut pas produire, c'est très bien. Bah, écoutez, très bien pour vous. Pas trop ma conception, enfin c'est en tous les cas pas trop dans les idées oui mais pas au quotidien. Après il faut parler, voilà.
Moi, la chance que j'ai quand je vais en Dordogne, c'est qu'il y a des gens qui sont vraiment très proches de la nature. Moi, j'en connais une, c'est un peu ce style de la bergerie quand même, hein. Bah écoutez, on s'est jamais écharpé quand on a discuté. Elle n'est pas d'accord avec certaines de choses que je fais. Je lui dis quand même, là je déconne, on n'est pas au Moyen-Âge, mais elle m'a jamais sauté à la gorge en me disant ah, comment tu peux dire ça, c'est honteux. Mais non, non, chacun exprime ses idées, mais il faut juste parler, voilà. Ce qui peut ouvrir la discussion sur les loups de Babylone de Anne Persin, voilà. Mais sinon, bon roman, agréable à lire. Et avant-dernier que j'ai lu, oui, alors écoutez, vous le savez, hein, puisque Daniel Croze est mon Antoine Choplin véronais, je recommence, hein, je continue Oh, je fais ma fangirl, voilà, je fais ma fangirl avec Daniel Croze. Commencez pas. Bon. Donc j'ai lu Mademoiselle Layol de Daniel Croze. Oui, ça s'écrit avec un G, ça se prononce Layol. Commencez pas à me... Hein, voilà, tout le monde connaît les couteaux, je suppose. Bon, écoutez, alors à ce niveau-là, je le redis, j'aime le fait qu'il vende son territoire aveyronais autant qu'il le peut. À chaque fois, il présente un lieu, une période, un métier, des histoires singulières, des histoires vraies ou pas, des personnages, mais toujours dans l'optique de faire connaître la vie, l'histoire, le territoire, la beauté, la vie palpitante que l'Aveyron a eue depuis des siècles. Voilà. Et si vous vivez à Paris, vous le savez, il y a eu beaucoup de brasseries, etc., qui ont longtemps été tenues par des Aveyronnais ou des Auvergnats, hein. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, là, il pose son roman à l'Aïeul, donc pour conter le destin de Mathilde Chauchard, qui est une jeune femme qui a 28 ans, qui vit dans les années 30, donc qui est née donc au début du siècle, hein, qui est jeune, qui est passionnée, qui va skier seule. En fait, c'est une fille, c'est une avant-gardiste, on dira maintenant. À l'époque, c'était une avant-gardiste. En tous les cas, c'est une femme indépendante. Elle est un peu hors norme pour l'époque. Oui, début des années 30 quand même. Mais elle détonne pas. Voilà, personne. Voilà. Et régulièrement, en fait, moi, ce que j'aime, l'auteur présente souvent une femme et l'inclut dans l'histoire du terroir, dans l'histoire avec un grand H, dans des domaines et dans son temps, sans trahir la réalité. C'est-à-dire qu'il ne va pas mettre une fille, je sais pas moi, imaginons une fille qui est colonel de l'armée, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas de femme colonel de l'armée. Lui, il a toujours ce côté très réaliste. Et donc là, on est entre les années au début 33-35, enfin c'est dans cette laps de temps, et Mathilde en fait va prendre les rênes de la coutellerie familiale donc à l'Aïeul, parce que son papa a eu un souci de santé, il est plus capable d'assurer. Sa jeune sœur, elle est promise à un mariage avec un jeune homme qui tient un hôtel à Paris, enfin dont la famille tient un hôtel. Et en fait, on va vous dire qui ne connaît pas de nos jours les couteaux de l'Aïeul. Alors attention, pas les faux, pas les trucs fabriqués industriellement, les vrais. Hein, vous avez qu'à passer par l'Aveyron, hein, voilà. C'est un truc tranchant, c'est un scalpel le truc. Hein. Moi j'en ai deux. C'est un scalpel. Mettez pas le doigt sur la lame, hein, avec la petite abeille dessus et tout. Enfin bon, bref. Alors il y a des trucs moches, hein, des trucs industriels, on le sait, mais voilà. Et donc là, il nous plonge dans la vraie coutellerie. Alors. En fait, au début de l'histoire, cette jeune femme doit rendre un couteau exceptionnel. Donc elle a repris la forge, hein, elle forge elle-même les trucs et tout. Elle doit rendre un couteau exceptionnel pour l'offrir au président de la République de l'époque, qui doit venir en déplacement dans l'Aveyron. Et à ce moment-là, vu qu'il va beaucoup plaire, elle a beaucoup de talent, beaucoup d'idées. Elle a des idées très avant-gardistes pour des couteaux pour femmes, des machins, etc. Et elle a un certain sens des affaires qui va lui faire gagner assez rapidement une certaine notoriété auprès des spécialistes et des clients.
Elle va embaucher des gens pour l'aider à des démarcheurs, en fait, on va dire des commerciaux pour l'époque. Mais elle va évidemment s'attirer très vite des jalousies. Premièrement parce que le milieu est extrêmement masculin à l'époque. Et du fait qu'elle a un peu trop de gloire et un peu trop de lumière sur elle. Hein, bah, ça aide pas. Voilà. Et comme en contrepartie, c'est quand même quelqu'un de très moderne, de très sportive, qui est prête à en découdre avec ses concurrents, et que certains la trouvent peut-être trop fragile, trop féminine pour s'imposer, alors qu'elle a des nerfs d'acier aussi trempés que ses lames, et que, en gros, elle a peur de personne, mais elle a évidemment des aspirations en tant que jeune femme, donc elle cherche évidemment à avoir un amoureux, un homme, en tous les cas un homme à ses côtés qui puisse la laisser travailler comme elle le veut, mais être à ses côtés, voilà. En fait, un compagnon de route, si vous voulez. Et en fait, j'ai encore aimé que Daniel Croze pose aussi ce regard sur le terroir, qui est fascinant mais rude, hein, parce que c'est assez hostile, hein, l'Aubrac, de temps en temps quand même. Bon, si vous y êtes passé, c'est quand même assez... et qui aide pas Mathilde à lutter elle-même contre ceux qui voudraient qu'elle trébuche. C'est-à-dire qu'en plus, il y a les conditions climatiques, il y a des choses qui se passent, etc. Et alors, il y a de très longues descriptions, mais ça, c'est une habitude chez Daniel Croze, moi j'aime. Et on sent à travers le parcours de Mathilde ce qui lui arrive, les émotions bonnes ou mauvaises, hein, qu'elle va avoir, son parcours de vie, son parcours sentimental, etc. On sent l'amour qu'il a pour sa terre, pour les destins aveyronnais, pour ce coin de terre qu'est l'Aubrac, et surtout pour ce métier qu'il décrit et qui est vraiment passionnant. Y compris et surtout, on va dire, sur toutes ces femmes qui ont contribué à réhabiliter en fait la place des femmes dans la société. Place qu'elles avaient déjà occupée dans le passé, hein, on est bien au courant de ça. Vous êtes, je le redis parce que quand je vois passer, aparté, parce qu'on n'est pas loin du territoire, quand j'ai vu passer une publicité pour un roman sur Aliénor d'Aquitaine avec écrit « Une héroïne oubliée », presque de la cité quand même, hein, qui sort il faut lire ce roman parce que c'est le destin d'une héroïne oubliée et les 15 ans qu'elle a passé Aliénor d'Aquitaine, hein, une héroïne oubliée, mais où vous êtes allé chercher une connerie pareille? Non, parce que je pense qu'au fin fond de la Papouasie, tout le monde sait qui est Aliénor d'Aquitaine, quoi. Voilà. Mais incroyable mais vrai, et ça m'énerve que j'entende systématiquement ces pseudo-féministes me sortir, oui, on a effacé les femmes de l'histoire. Non, on les a pas effacées. Elles ont été occultées par certains jaloux, misogynes, connards, ce que vous voulez, mais ça a été occulté parce qu'elles y sont dans l'histoire. Et la fois, j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui m'a dit, mais toi qui aimes l'histoire, qui connais bien l'histoire et tout, enfin, ça m'énerve. Alors, cette personne qui n'est pas vraiment très histoire, très littérature, mais elle a vu une émission et ça l'a énervée parce qu'elle me dit je comprends pas, moi j'ai toujours entendu parler de cette reine, donc on parlait de Anne Bretagne, et elle me dit, moi je l'ai entendu, j'en ai entendu parler à l'école, mais qu'est-ce qu'ils apprennent les gosses maintenant, qu'est-ce qu'ils apprennent les gens, parce que s'ils sont pas capables de savoir, et j'ai dit, bah voilà, toi qui n'es pas du tout passionné par l'histoire, tu en as déjà entendu parler, elle avait un pouvoir absolu et incroyable. Et là, on nous sort, ah ben non, mais tu comprends, on n'en parle jamais. Non, mais c'est parce que toi, t'as pas été curieuse. Alors j'ai l'impression que toutes ces gamines, hein, ou même des plus vieilles, hein, aussi, parce que j'en entends des grosses conneries dans des gens qui ont une cinquantaine d'années. Oh punaise, il y en a certains, je pense qu'ils sortent d'une grotte, c'est pas possible. Je pense qu'elles n'ont jamais été curieuses de nature. Alors peut-être par leur éducation, parce que chez eux ça parlait pas de ça et qu'il fallait pas en parler, et que elles étaient dans un système peut-être très patriarcal, du fait que c'était l'homme qui dominait et les femmes s'étaient écrasées. Bon, mais elles sont allées à l'école, hein. Donc à l'école, moi je suis désolée, il y avait quand même beaucoup plus de profs femmes que de profs garçons, et en plus, excusez-moi du peu, ces femmes on en parlait, Aliénor d'Aquitaine, enfin qui n'a pas entendu parler d'Aliénor d'Aquitaine à l'école? Non, mais si il y en a une qui me sort non, c'est parce que vous avez été élevé avec les loups, hein.
Et encore les loups, je crois que les loups les connaissent. Enfin, je crois. Voilà, non mais sérieux. Et donc là, ça me fait plaisir que des auteurs comme Daniel Croze fassent ce genre de choses. C'est-à-dire qu'ils expliquent qu'elles n'ont pas été effacées, c'est juste qu'on ne s'est pas intéressé à elles. Moi, par exemple, j'ai fait des podcasts sur Lucie Beau, sur Hubertine Auclair, etc. Parce que c'est des femmes que vous trouvez dans ce qu'on appelle la littérature, pas les livres, la littérature, les Bibles. Vous trouvez, vous avez qu'à chercher dans un dictionnaire, dans une universaliste, dans une encyclopédie, vous les trouvez, ces femmes. C'est juste que vous n'aviez pas eu la curiosité de chercher. Des gens qui me disent, j'avais jamais entendu parler de Anna de Noailles ou de Christine de Pisan, j'ai envie de leur dire, mais deux claques et au lit, quoi. Moi, j'en ai une qui un jour m'a dit, presque 30 ans, qui m'a dit, ah mais moi j'ai lu Christine de Pisan grâce à ma libraire, j'avais jamais entendu parler d'elle, j'ai fait des études de lettres. Ah non, mais c'est pas possible. Parce que moi, j'en ai entendu parler, j'étais en quatrième. Je sais pas, il y a un truc qui va pas, quoi. Donc soit, la Gare Michard en parle, non mais déconnez pas, mais à un moment donné, il faut ouvrir des bouquins. Voilà, donc franchement, il y a des... Alors, c'est peut-être péjoratif de dire des romans de terroir, et j'aime pas trop, pour moi, Croze, c'est un écrivain au même titre que les autres. Mais j'aime ça, voilà, j'aime qu'il prenne en main des destins de jeunes femmes, à l'occurrence là Mathilde, avec sa vision du romancier sur son terroir, sa terre, et sur les métiers. Et je trouve que c'est toujours très intéressant de mettre en lumière un métier ou une corporation qui mérite notre attention maintenant. Voilà. Alors, c'est pas parce que vous achetez votre coutellerie, votre couteau chez Ikea, que vous n'avez pas le droit de savoir comment on fabriquait des couteaux il y a un siècle. Voilà. Moi, pour la bonne et simple raison que j'ai des couteaux vraiment j'ai un couteau qui est très ancien, c'est celui de mon arrière-grand-père. J'ai même, c'est mon grand arrière-grand-père, j'ai même le couteau de mon arrière-grand-mère. C'est mon grand arrière-grand-père qui lui a fait la lame, le corps du couteau, etc. Le truc, il a, allez, au bas mot maintenant, il doit avoir 120 ans, cette merde. Ah, c'est un scalpel le truc, hein. La lame, elle est hyper fine, hyper pointue. Mais moi je pense que je mets ça dessus et j'ouvre, mais je vous fais une opération à cœur ouvert avec le truc, hein. Ah, c'est un scalpel, hein. Voilà, donc quand je coupe, je fais hyper attention, parce que j'ai toujours peur de m'entailler la main dans le sens de la longueur, hein, je vous assure. Mais j'aime bien ça. Et là, pareil, le destin de Mathilde est agréable, c'est fluide, c'est toujours facile à lire, Croze, c'est pas difficile. Ça vous amène dans tous les sentiments, que vous soyez fleur bleue, pas fleur bleue. Alors, vous connaissez la bête, je suis pas trop ce genre de truc, mais moi j'aime bien. Parce qu'il y a des sentiments, il y a des rebondissements, il y a ce côté moderne, mais à la fois terroir et tout. Enfin, tout ce que j'aime, Daniel Croze le fait. Voilà, donc écoutez, il y a de l'histoire, il y a des personnages historiques au milieu, il y a des affaires. Là, par exemple, il y a une affaire historique au milieu, un scandale et tout. Mais justement, c'est ça qui est agréable, quoi. Voilà, c'est de pouvoir en toile de fond faire quelque chose que le commun des mortels français connaît, mais en pointant le rôle. Et là, c'est vrai qu'il le fait très bien sur les femmes. Donc, écoutez, c'est toujours des très beaux dessins de femmes. Donc, si ça vous intéresse, allez-y. Daniel Croze. Allez. Ah, bah écoutez, alors, il en sort un le 6 mai, puisque c'est sa maison d'édition qui m'a montré, qui me l'a dit. Alors, je rappelle, hein, je n'ai pas de partenariat, je ne reçois pas je ne reçois pas de SP, hein, je ne leur ai même pas demandé, parce que j'ai correspondu avec eux par Insta, juste pour demander la confirmation que le livre sortait bien et à quelle date il sortait. Donc ils m'ont confirmé que le livre sortait le 6 mai. Alors, c'est un livre que j'ai vraiment envie de lire. Alors, vous allez me dire, oh, bah, évidemment, comme d'habitude avec Daniel Croze. M'énervez pas. J'ai envie de le lire parce qu'en fait, c'est un livre qui s'appelle Au risque de l'amour. Et c'est un monsieur qui a une 60aine d'années, qui devient veuf et qui va retomber sur l'amour de sa jeunesse, en fait, de son adolescence. Voilà. Et qui va se poser la question de savoir est-ce que j'ai le droit de tomber amoureux
à nouveau, différemment, etc. Machin. Moi, voilà, et de se dire, est-ce qu'à 60 ans, on a le droit, on a le droit, est-ce qu'on peut le faire différemment, machin, est-ce qu'on peut aimer comme on avait aimé à 15 ans, on n'en sait rien, on ne sait pas. Voilà, donc c'est chez Rouergue et ça sort donc le 6 mai. Je le signale, hein, au cas où vous aimez aussi Diane Croze et que vous ayez envie de soutenir le garçon et surtout la maison d'édition Rouergue parce que je les aime beaucoup. Et je n'ai jamais... je demande pas. Si, je crois qu'ils m'ont envoyé un seul Croze. 2. Lendemain de Libération et L'homme qui chaussait du 62. Parce que j'arrivais pas à le trouver dans mes librairies et je voulais pas l'acheter en ligne. Et du coup, je l'avais demandé en disant est-ce que je peux le commander sur votre site. Et il me l'avait proposé. Voilà. Mais c'était de ça en 2018. Hein, donc voilà. Depuis, je ne reçois pas de SP, vous le savez. Et je ne demande surtout pas parce que j'estime que des maisons d'édition comme Rouergue, c'est des bijoux. Hein. Sérieux, c'est des bijoux. Il faut aller de temps en temps voir chez Rouergue. Hein. Ah, je prône, moi. Voilà, je fais la pub. Gratuitement en plus, alors vous plaignez pas. Et donc, dernier lu qui m'a été recommandé chaudement par ma grande copine Audrey. Alors elle, pourvoyeur de très grand. Hein. Oui, bah, elle m'a quand même fait découvrir Harry McCoy. Hein. Donc écoutez, on fait ce qu'on peut. Toujours très bon choix dans les bouquins, la mademoiselle Audrey. Ça s'appelle Vine Street, donc de Dominique Nolan. Alors c'est une pavasse. Ah bah si, ça fait quand même... bon, c'est en poche, mais c'est quand même une pavasse qui doit faire 700 pages. Et c'est un roman où il faut prendre son temps. Voilà. Il prend son temps, il prend le temps, parce que, en fait, c'est ce dont il est question tout le long du roman, pratiquement le temps. Alors, on va découvrir vraiment une atmosphère, puisque on est dans un quartier assez électrique. Le Soho d'avant, alors en tous les cas c'est sur 4 temporalités, mais en tous les cas on découvre le Soho d'avant, hein, à l'époque où il y avait des délinquants, des trafiquants, des voleurs, des noctambules, des policiers blancs ou pas blancs, blancs pas la couleur, hein, enfin corrompus ou pas, on va dire ça comme ça. Et nous, on va cheminer aux côtés d'un flic du quartier qui fraye autant avec le milieu et les prostituées qu'avec les gars de ce commissariat, en gros. Oh bah, et en fait, c'est un mec qui est aussi étonnant qu'attachant. En fait, c'est un paradoxe sur pattes, le gars. Et vraiment, c'est ce qui fait le sel du roman. C'est sa personnalité à lui et cette façon qu'il a d'être un peu à part. Alors, il s'appelle Léon, et il va enquêter sur un meurtre qui a été initialement classé assez rapidement en mode bon, allez circuler, il n'y a rien à voir, et en fait il va se retrouver sur les traces d'un tueur insaisissable, très intelligent, très pervers. Bon, tu m'étonnes, ça fait diablement pervers et intelligent, on va dire, sans qu'on sache qui est qui. Ah ouais, c'est le but. Et au-delà des apparences, en fait, qu'on voit tout de suite, Léon est un personnage assez étrange. C'est-à-dire que déjà, premièrement, il est assez violent, c'est un alcoolo, il est à la limite de tout. Ah bah si, il flirte avec toutes les lignes, y compris quand il en vient à ses relations avec les corrompus, les filles de joie, les filles du coin, les gamines du coin aussi. Parce qu'en fait, il s'est un peu attaché à ces filles de la rue et notamment à un vétéran de la Grande Guerre. Et ça aide pas du tout à rendre le personnage attachant. On a du mal à lui trouver des circonstances atténuantes pour l'aimer bien. Mais en fait, le problème, c'est que ce Léon, même si moi j'ai eu envie de lui en coller une ou deux de temps en temps, il a un très bon côté de pugnace qui font qu'il va, et que ces sentiments-là qu'il a et toute cette personnalité très borderline l'amènent à enquêter pendant des décennies sur tous les meurtres qui ont été commis par ce fameux brigadier, puisqu'on est
avant la Seconde Guerre mondiale, après sous le Blitz, bien après la guerre, on va de Londres à Birmingham, et c'est un roman, en fait, qui fait partie des romans qui demandent une exigence, qui demandent une attention, qui demandent une lecture soutenue, parce que la narration, elle est hyper méga habile. Elle vous emmêle les pinceaux. Si vous sautez une ligne ou deux, vous lisez en travers ou que vous lisez que les dialogues, vous êtes mort. Il n'y en a pas beaucoup. Mais il y a tous ces méandres de l'enquête. Et en fait, de temps en temps, vous avez un truc qui passe là au gré d'une ligne et vous vous dites « Oh putain, si j'avais pas fait attention !» Parce que ça peut perdre les plus distraits. Moi, je vous le dis tout de suite, les chapitres sont courts, ils sont très nombreux, il y a plein de personnages. Côté listing, c'est assez énorme. Et j'ai bien aimé les petites piques. Il y a des petites piques de misogynie, sur la misogynie ou misogyne, sur notre cher père Fidal Bion, etc. J'ai vraiment beaucoup aimé les personnages secondaires, vraiment. Alors là, honnêtement, j'ai beaucoup aimé Billy et Mark. Et puis tout le contexte historique. Alors vous allez vous dire ouais évidemment parce que c'est un policier, je rappelle. Alors c'est un policier dans un laps de temps assez long, mais c'est un policier parce qu'à chaque détour d'indice, à chaque événement entre guillemets calendaire, en fait on prend la mesure de la vie à ce moment-là. C'est-à-dire que l'auteur a réussi à rentrer la difficulté de la vie quotidienne, des problèmes, de tout ce qui est engendré à ce moment-là, dans cette période-là qu'il traite selon pour les meurtres. Il y a tout le contexte derrière où il explique la place des uns et des autres, la place des femmes, la place des homosexuels, le poids du regard sur les policiers, sur le regard que certains pouvaient poser sur les voyous, sur les habitants, sur les conditions de vie, puis sur le post-Première Guerre mondiale et le début de la Seconde, et puis le Blitz, puisqu'à un moment donné, on est vraiment sous le Blitz. Et j'ai trouvé que Dominique Nolan était constamment sur le fil du rasoir, mais vraiment. Parce que, pour moi, il a apporté vraiment une intensité assez rare à un roman qui est un véritable tourbillon. Vous êtes entre les policiers, les mœurs, l'histoire avec un grand H, la galerie de portraits absolument fascinant. Il y a une gouaille dans certains qui est absolument géniale. J'ai juste trouvé que des fois il y avait des traductions qui étaient bizarres, donc je vais aller me rencarder auprès de mes potes pour savoir s'ils peuvent me fournir quelques pages ci et là en anglais pour voir. Mais bon, peut-être que c'est moi. C'est vraiment un roman perso que je voulais absolument pas lâcher parce que je voulais avoir toutes les réponses, parce que ça traverse presque 70 ans, donc sur 4 périodes bien définies, puisqu'on est dans les années 30, on est sous le Blitz, on est en 1963, puis après on est en 2002, et que franchement vous avez qu'une seule envie, c'est de savoir comment rattacher tous les wagons de toutes ces périodes. Voilà. Outre le fait que vous avez peut-être envie de prendre un ticket d'Eurostar pour aller à Londres dans la seconde qui suit, ça c'est fait. Ah oui, bah si. Bon, maintenant il faut un visa, super. Mais franchement, j'ai adoré. Vraiment. J'ai vraiment adoré et j'ai trouvé ça absolument passionnant de lire ça. Attention, je vous l'ai dit, c'est très exigeant, hein. Ne commencez pas à cuisiner en même temps, hein. Mais ou à regarder le plafond ou à faire autre chose. Il faut vraiment être dans son truc, mais c'est très agréable. J'ai pas pu le lire dans le métro, enfin dans le tram, parce que j'ai très vite vu que c'était pas possible. Donc c'est un roman que je n'ai lu qu'à la maison, donc je l'ai traîné presque une semaine, parce que je lis beaucoup moins à la maison. Je lis beaucoup plus dans les transports en commun en ce moment. Mais franchement, dès que j'arrivais, je voulais continuer parce que je voulais savoir la fin, quoi. C'était et heureux jour férié. Enfin, là, il n'y avait pas. Mais je me suis dit, oh là là, j'aurais dû le mettre en mai parce qu'il y avait plein de jours fériés. J'aurais pu me délecter pendant 2 jours d'affilée sans bouger du canapé. Enfin, tout est relatif. Avec ce livre-là. Mais vraiment très très bon livre. Après, c'est pas un coup de cœur parce qu'il manque plein de choses pour que ça soit un coup de cœur. Mais franchement, Vine Street, Dominique Nolan, franchement, impressionnant. Vraiment, merci Miss Audrey. Voilà.
Alors, bah, vous me direz si vous l'avez lu ou pas, voilà. Voilà, donc écoutez, tout était hyper agréable à lire ce mois-ci. J'en ai même rajouté un qui n'était pas du tout prévu, donc le fameux gourou là. Euh, Moi, j'ai passé un bon mois d'avril. J'ai vraiment aimé toutes mes lectures, même s'il y en a certaines où j'ai pesté et que j'ai pas trouvé plus révolutionnaire que ça. Mais franchement, j'ai découvert, alors encore grâce à vous, hein, donc je remercie encore tous ceux et celles qui ont contribué à me filer des livres qui sont dans mon Excel et qui sortent donc tous les mois, parce que bah, je vous dis, c'est toujours très très agréable de lire, euh, de découvrir des plumes, de découvrir des romans qui vous ont vraiment vous fait vibrer, parce que le but c'était vos coups de cœur. Et, euh, et vraiment, à chaque fois, je me dis, tiens, c'est marrant parce que c'est vrai que c'est des romans que j'ai, bah, pour certains, que j'ai adoré lire et, euh, et que je serais pas, enfin, j'aurais peut-être pas forcément lu parce que je serais passé à côté, je l'aurais pas regardé sur l'étal, je serais pas allé fouiller sur cet auteur ou cette romancière-là. Euh, non. Voilà. Après, j'ai pas fait de salon. J'aurais dû aller au salon du livre de Paris, mais ça a été annulé au dernier moment, mon, mon départ là-bas. Euh, je dois avouer que franchement, de ce que j'ai lu ce mois-ci, j'ai passé un très bon mois. Voilà. Le mois de mai arrive, la pile à lire de mai arrive. Écoutez, je pense que on va bien être lotis en mai aussi, sachant qu'il y a 2 lectures communes, dont une relecture pour moi qui est essentielle. Mais je vous l'explique dans la pile à lire de mai, qui doit donc théoriquement sortir bah, dans 2 jours ou 3 jours. Il y a le 1er mai, je voulais le mettre le 1er mai, mais j'aime pas trop mettre des vidéos le 1er mai. Donc je sais pas, je vais voir si je mets la pile à lire le 1er ou le 2 mai. Comme c'est un long week-end, je me dis que vous aurez peut-être le temps de regarder. Voilà. Allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez aimé, pas aimé, si ce que vous m'avez recommandé, parce que je sais qu'il y en a qui me suivent ici. Si ça correspond à ce que vous avez aimé, pas aimé, attendu, pas attendu. Si vous vous dites, ah mais Lisa, tu es passée à côté, qu'est-ce que tu nous as fait, imbécile heureuse. Voilà. Ou vous vous dites, ah putain, j'avais pas vu ça. On va aller chercher ça à l'autre. Voilà, mais ça peut arriver, ça peut arriver. Voilà, le Général Hux va bien. Enfin, jusqu'à présent. Il va attaquer son 8e anniversaire mi-mai, donc c'est toujours aussi chiant, hein, c'est un tyran ce truc. Mais vraiment, il est cool. Bah, il y a les oiseaux hein, donc, qui viennent le voir, le titiller, l'énerver, le stresser, parce que alors, il me le stresse à chaque fois. Vraiment, il me le stresse. Mais voilà. Donc, on se donne rendez-vous pour le mois de mai. Ceux qui suivent le club de lecture de la Cambrousse littéraire, rendez-vous demain soir. Parce que comme j'ai fini Vine, j'ai fini Vine hier soir. Donc, du coup, je finis le montage rapide de cette vidéo et je la mets donc mercredi. Donc le 29. Demain, club lecture de la Cambrousse littéraire à 18h30. Pour ceux qui savent, ils savent où ça va se passer. Et ils savent où trouver les infos. Et puis ceux qui veulent savoir ce que je vais lire au mois de mai, bah, vous attendez 1 ou 2 jours, 3 jours et puis vous le saurez. Voilà. Et merci encore à toutes celles et ceux qui prennent le temps de mettre un commentaire sous les vidéos, y compris des favoris qui ne leur plaisent pas, parce que cette vidéo ne plaît pas, mais je m'en fous, je continue à la faire. Donc vous avez 3 vidéos par mois, peut-être 4 si vraiment un jour il me vient l'envie absolue d'en faire une 4e. Je vous dis, il y aura le bilan de semestre qui viendra fin juin, début juillet. Donc il y aura forcément une autre vidéo là. Mais écoutez, je pense que ce rythme-là me va très bien. Reste que ceux qui veulent rester. Donc c'est très très bien, qui commentent. Ceux qui veulent commenter, je pousse personne. Hein, voilà. Allez, bisous bisous. Ciao.